Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle The Elements of User Experience par Jesse James Garrett. Donc, du coup, c'est un livre qui va concerner l'expérience utilisateur et qui va être lié à la méthode du X de manière générale. Donc, l'auteur Jesse James Garrett, sa profession, c'est architecte de l'information. Il est américain et il travaille dans ce domaine-là depuis le milieu des années 90. Il a créé un cabinet de consultants spécialisé en expérience utilisateur en 95. Donc bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont été assez en avance sur tous ces sujets d'expérience utilisateur. Depuis le milieu des années 90, c'est des choses qui sont réfléchies et qui ont commencé. Et il a travaillé pour de nombreuses marques et de nombreux sites web, notamment parce que là, bon, on parle d'un livre qui date de 2005. Donc on parlait encore beaucoup de sites web, comme Boeing, Motorola ou le National Public Radio. Donc, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, la première édition est sortie en 2005, et à savoir qu'il a fait une seconde édition en 2010 où il rajoutait quelques détails, notamment pour s'adapter aux questions du mobile qui n'étaient pas présentes du coup dans la première version. Donc, de quoi ce livre parle? Jesse James Garrett, il a été connu notamment pour ce schéma qu'il a créé. Et du coup, ce livre, il va détailler tout le long du livre, on va détailler ce schéma couche par couche. Du coup, pour vous présenter rapidement, ce schéma, il représente 5 plans, comme vous pouvez voir, 5 couches qui devraient être suivies chronologiquement afin d'arriver théoriquement à un produit digital qui est réussi à la fin. Donc, ces couches, elles vont de la plus abstraite à la plus concrète pour l'utilisateur. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que pour donner un exemple, la première couche qui est le plan stratégie, ce plan stratégie il va concerner le tout début du projet où on va se poser les questions sur quels sont les besoins de l'utilisateur, quels sont les objectifs, du coup il y a marqué du site, mais c'est du produit digital de manière générale, et ça, l'utilisateur final ne le verra pas. Tandis que la dernière couche par laquelle on doit finir un projet théoriquement sans lui, c'est le design visuel. Je disais, ces couches doivent être suivies chronologiquement, mais ensuite on reste quand même dans une méthode du X. Donc on va être dans un schéma d'itération. Donc il est possible que même lorsqu'un plan est fini et qu'on passe au suivant, on peut toujours revenir sur un plan précédent selon l'évolution du projet. Euh, Vous pouvez aussi voir que certains plans, ils sont séparés en différents blocs qui vont représenter différentes expertises, différentes choses à établir avant de passer au plan suivant. Donc, par exemple, sur le deuxième plan, vous avez qui va être le plan envergure, donc la définition du scope, la définition du périmètre. On va avoir un bloc qui va concerner les spécifications fonctionnelles, donc tout ce qui va être les fonctionnalités de notre produit, et un bloc qui va concerner le contenu. Donc, ces blocs-là, ils sont soit placés à gauche, soit placés à droite sur son schéma. Les blocs qui sont placés à gauche, c'est ceux qui vont concerner le web comme interface logicielle. Donc, ce qui veut dire par là, c'est tout ce qui va, toutes les actions qu'on va avoir avec l'interface, comment on va interagir avec l'interface. Et tous les blocs qui sont passés à droite, ils vont plus être considérés comme tout ce qui va être comme système d'information. Et ça veut dire c'est tout ce qui va nous transmettre de l'information sur le produit et comment on navigue à travers ce produit-là. Donc voilà, ça c'était le général de ce livre-là. Et maintenant, je vais vous présenter les couches une par une plus en détail. Donc le premier plan, comme je disais, c'est le plan stratégie. Donc dans ce plan stratégie, c'est par ça que doit commencer un projet théoriquement. On va se poser 2 questions principales. Quels sont les objectifs de notre produit? Que voulons-nous obtenir de ce produit? Et que veulent nos utilisateurs? Qui sont-ils? Donc, lorsqu'on parle d'objectifs d'un produit, Jesse James Garrett il précise dans son livre que les objectifs produits sont souvent sous-entendus dans un projet et que différentes personnes vont avoir différentes idées de ce que le produit est censé faire. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant à ce moment-là, au début d'un projet, d'avoir des réunions avec différentes équipes de la marque. Par exemple, ça peut être l'équipe marketing, l'équipe tech, même la direction, pour voir toutes les visions qu'ils ont d'un produit plutôt que de se lancer en ayant des objectifs préétablis qui nous ont été cités par une personne, que tout le monde ait vraiment une idée claire pour qu'ensuite ça évite mais d'avoir à expliquer nos choix à tout le monde par la suite. Et aussi, il précise qu'il faut tenir compte de l'identité de la marque lorsqu'on formule des objectifs. Bon, ça entre en jeu lorsqu'on travaille pour une marque qui est déjà existante, qui a déjà une base d'utilisateurs solide, tout simplement parce que les utilisateurs, ils ont une image de marque qu'ils ont en tête et qu'avoir un produit sur lequel on a retravaillé qui serait très différent de celle-ci, ça risque de les perturber et au final, on risque de perdre de l'engagement et même perdre des utilisateurs. Ensuite, pour tout ce qui va être que veulent les besoins utilisateurs, que veulent obtenir nos utilisateurs et qui sont-ils?
Dans ce cas-là, c'est tout ce qui va être les recherches préliminaires sur nos utilisateurs afin de former des personas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez en UX. Donc ça peut passer si on n'a pas beaucoup de temps juste par des études de marché, même si c'est pas conseillé, c'est pas suffisant, mais ça peut être une option. Ça peut être des études ethnographiques si on travaille sur un produit qui va être sur le terrain. Ça peut être des interviews, des focus group ou éventuellement des tests utilisateurs préliminaires sur un produit qui est déjà existant. Donc voilà, une fois qu'on a bien défini nos besoins utilisateurs et nos objectifs de produit, on peut passer au plan supérieur. Et dans ce plan supérieur, ça va être le plan envergure, c'est là qu'on va définir, comme j'en parlais un tout petit peu avant, le scope, le périmètre du produit. Et donc pour définir un scope et tout simplement des contraintes, on va définir quelles sont nos fonctionnalités, nos spécifications fonctionnelles et quelles sont les spécifications de contenu. Donc, pour faire simple, une fonctionnalité, c'est quelque chose qui va créer une action avec l'interface. C'est quelque chose qui va avoir besoin d'être codé. Un contenu, pour donner des exemples, bah, c'est un contenu, mais ça va être, par exemple, le contenu textuel de l'interface, ça va être des images, des vidéos, du son. Donc voilà. Donc, pour nos spécifications fonctionnelles, ce qu'on va réfléchir à toutes les fonctionnalités qu'on veut intégrer dans notre produit et celles qu'on souhaite intégrer, on va devoir les rédiger. Si on travaille avec des développeurs, les rédiger. Et pour avoir une rédaction, Jim Garrett, dans son livre, va donner plein de conseils et d'exemples pour avoir une bonne rédaction, pour avoir tout simplement une bonne communication avec les équipes techniques. Donc, il explique notamment que lorsqu'on explique une fonctionnalité, il faut être positif dans sa rédaction, c'est-à-dire plutôt préciser ce qu'elle doit faire et ce qu'elle va faire plutôt que ce qu'elle ne doit pas faire. Il faut aussi être très précis dans le langage qu'on utilise et comment on va décrire la fonctionnalité et éviter le langage qui peut être subjectif. Et enfin, lorsqu'on va spécifier les contenus qu'on veut avoir dans notre interface ou dans notre produit digital, il faut définir une idée approximative de la taille de chaque contenu. Donc, ça peut être le nombre de mots pour les textes, la dimension en pixels pour les images, la taille des documents si on va avoir des PDF. Et il explique aussi que tout ce qui va concerner le contenu, ça va demander des mises à jour constantes. Par exemple, si on a un blog sur son site, ça demande qu'il soit tenu régulièrement, sinon on va tout simplement perdre de l'attrait auprès de l'utilisateur. Donc voilà. Donc jusqu'à maintenant, du coup, quand on a fait ces deux plans-là, on a réussi à définir les objectifs du produit, les besoins utilisateurs, et maintenant les fonctionnalités et le contenu. Donc on a le périmètre de notre produit. Et maintenant, on va passer au plan structure. Donc le plan structure, c'est quelle forme va prendre ce périmètre. Donc, pour donner une idée générale, quand on travaille en tant que UX designer, souvent pour nous, cette forme-là, ça va prendre l'image sur arborescence. Mais lui, ce qui est intéressant, c'est que dans ce plan, il parle aussi du design de l'interaction, en plus de l'architecture de l'information. Donc, le design de l'interaction, ça va être tout ce qui concerne les options permettant d'effectuer des tâches. Donc, par exemple, pour donner un exemple simple, si j'ai envie de zoomer sur une carte, qui pourrait être une fonctionnalité qu'on définit au plan supérieur, comment je vais le faire? Il y a en soi une infinité de façons de pouvoir le faire. Donc, ça va être réfléchir à ces différentes options et comment, du coup, on va interagir avec le historique, considérer que c'est à l'utilisateur de s'adapter et pas l'inverse. Donc, l'erreur, ça devait faire partie du processus d'apprentissage, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans une mentalité, tout simplement en UX, où il faut construire des systèmes qui peuvent corriger les erreurs à la place des utilisateurs. C'est ce qui est de plus optimal. Tout ce qui va être du coup la partie architecture de l'information, comme j'expliquais, ça va être la manière dont l'information est véhiculée jusqu'à un utilisateur. Et nous, souvent, on le représente sous forme du coup d'arborescence. Mais il parle de plein de façons de présenter une architecture. Et il utilise notamment quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il parle d'une nœud comme unité de base. Donc nous, souvent, lorsqu'on fait une arborescence, notre unité, c'est les pages. On va représenter les différentes pages du site sur différents niveaux, N, N-1, N-2, en allant de la page la plus haute jusqu'aux pages les plus basses. Mais il explique que même si la page, c'est l'unité la plus répandue, on peut avoir d'autres unités si on travaille sur des choses beaucoup plus spécifiques. Par exemple, si on va travailler sur un site qui va être un comparateur de vente de voitures, par exemple, le nœud, c'est-à-dire l'unité de base qu'on va utiliser pour notre architecture, ça pourrait être par exemple le prix de chaque voiture. Et du coup, on peut travailler comme ça, donc on peut faire des arborescences ou des architectures qui vont être beaucoup plus spécifiques ou beaucoup plus générales. Il explique aussi que lorsque on fait une architecture de l'information, il faut bien penser à utiliser le langage de manière cohérente, le langage des utilisateurs sur l'ensemble de l'interface, et que les sites qui disposent d'une structure claire dès le départ sont ceux qui vont demander le moins de révision dans le temps. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour le plan structure. Donc après avoir défini, comme je disais, le périmètre, on a défini sa forme et comment on va interagir de façon générale avec ce périmètre.
Et donc maintenant, on va passer au plan ossature. Et donc le plan ossature, c'est vraiment à quoi va ressembler chaque page. Donc en termes d'UX, ça va plutôt correspondre au zoning et au wireframing. Mais ce qui est aussi encore une fois intéressant, c'est comment il sépare en différents blocs. Lui, il parle de design d'interface, de design de navigation et de design de l'information comme trois choses différentes, même si elles vont rentrer, même si ces trois choses vont entrer dans un wireframe. Donc le design d'interface, ça va vraiment être fournir la possibilité de faire des choses sur l'écran. Le design de navigation, ça va être fournir la possibilité de se déplacer sur l'écran. Donc, comment on se déplace à travers une interface, mais aussi entre les différentes interfaces. Et le design de l'information, ça va être fournir de l'information nécessaire à l'utilisateur pour qu'il puisse se servir de l'interface. Donc, ça va être tout ce qui va être les messages d'erreur, les pop-up, un onboarding éventuellement, les index. Donc, pour le design d'interface, c'est-à-dire fournir la possibilité de faire des choses, Jesse James Garrett, il précise que si deux fonctions relèvent du même modèle, leurs interfaces doivent être similaires ou leur façon d'être présentée doit être similaire à travers tout notre produit. Et en ce qui concerne le design de navigation, il explique les différents types de navigation, mais ça, c'est quelque chose que je pourrais préciser éventuellement dans un prochain daily. Et une interface bien conçue reconnaît la suite des actions que les utilisateurs sont les plus à même d'effectuer. Donc voilà, donc ça va demander souvent, ça va être des choses qui vont être besoin d'être testées en test utilisateur par la suite pour voir si la navigation qu'on a établie, elle correspond bien au schéma mental des utilisateurs et comment ils navigueraient, eux, sur cette interface de façon logique. Et donc voilà, donc là, on arrive à la fin. Donc ça, c'était le plan vraiment ossature. On va créer nos wireframes. Et maintenant, on va passer au dernier plan, qui est le plan visuel, qui est le plan surface. Et donc, le plan surface, ça va correspondre à ce que nous, on pourrait appeler plus communément la UI. Mais du coup, c'est vraiment appliquer sa charte graphique, sa direction artistique sur ce qui a été établi avant. Et du coup, c'est vraiment ce que l'utilisateur va voir. Donc là, il donne quelques conseils généraux dans son chapitre qui concerne le plan surface, comme faire très attention au contraste, il donne beaucoup d'exemples sur les contrastes. Il explique aussi que si le style de notre interface n'est pas cohérent avec celui des autres médias qui travaillent sur notre part de marché, ou même sur les autres médias qu'utilisent nos utilisateurs, le risque est que la cible ait une mauvaise image du produit et qu'elle ne sache pas comment s'y prendre. Et il explique aussi qu'avoir une charte graphique, excusez-moi, claire et détaillée, c'est évidemment c'est ce qu'il y a de mieux pour que si le produit ait besoin d'être retravaillé par la suite et que ce ne soit pas le même designer qui s'y mette, on ait tous le même référentiel d'idées. Donc voilà pour la présentation du livre. Donc voilà, le livre se sépare en différents chapitres. Il y a aussi 2 chapitres en plus préliminaires sur qu'est-ce que l'UX de façon générale et sur sa carrière. Mais du coup, j'ai vraiment voulu vous présenter aujourd'hui les chapitres qui concernent les différents plans qu'il a présentés, vu que c'est quand même ce schéma qu'il a rendu célèbre du 6e Garrett. Et c'est un schéma que je trouve intéressant, notamment pour les différents blocs, comme je vous disais, qui présentent différentes connaissances qu'on peut avoir. C'est vrai que j'avais jamais pensé à séparer le design d'interface, design de navigation, design d'information. Mais voilà, c'est des choses que je trouve intéressantes. Merci.